Je vous remercie d'être venus tous ici, d'ailleurs nombreux, pour accueillir notre conférencier Tarek, qui est donc médium et qui donne des conférences à l'UFCIPES, pour ceux qui connaissent. C'est une grande 15 rue Jean-Jacques Rousseau, à Paris. Alors pour les nouveaux, qu'est-ce que le réseau des orbes? Alors le réseau des orbes, c'est un groupement associatif, mais non 1901, de fait, que j'ai fondé en août 2007, qui possède un grand forum sur internet avec plus de 500 membres. On a plus de 100 000 messages et on a un potentiel, on va dire, documentaire de plus de 20 000 photographies en ligne. Bon, alors le but du réseau des orbes, c'est en fait en premier lieu d'étudier les anomalies photographiques qu'on appelle les orbes, c'est-à-dire ces cercles qui peuvent apparaître dans des photos. Certains sont de la poussière, mais pas tous. Et par extension, maintenant, on étudie aussi le paranormal et l'ufologie. Voilà. Parce que nos membres témoignent sur ces sujets, et puis ce sont des sujets très intéressants et qui sont un petit peu liés à tout ça, avec les orbes, etc. Donc je laisse la parole à Tarek. Je vous remercie d'être venu. Donc je m'appelle Tarek, je suis médium astrologue depuis 20 ans, je suis professionnel, c'est-à-dire tous les jours, c'est mon métier. Et je donne des conférences à Paris et un peu partout en France pour parler avec les défunts. Voilà. Je parle avec les gens mettent des photos, je ne sais pas si vous savez comment ça marche, et je connais ni d'Adam ni d'Ève et je parle. Voilà. Je ne sais pas comment ça marche, mais c'est comme ça. Alors je sais comment ça marche puisque moi à l'âge de 16 ans, je suis tombé gravement malade, et le médecin disait à ma mère, au lieu de dire il ne passera pas la nuit, il a dit il ne verra pas le jour, hein. Donc il a dit à l'envers. Et puis je suis toujours là, hein. Et à partir de cette nuit-là, il paraît que la médiumnité, si vous m'excuserez, c'est le rhume du foie. Et la médiumnité, elle vient suite à un choc de santé ou un choc émotionnel. Mais ce n'est pas notre sujet. Notre sujet aujourd'hui, ce sont les maisons hantées. Je vais raconter une toute petite histoire. Quand je suis arrivé à Paris, il y a très longtemps, en 1991, on m'a invité à dîner dans une famille. Le père est marocain, enfin le monsieur est marocain et la dame, le monsieur est tunisien et la dame est marocaine. Et bon, moi j'ai l'habitude, je ne sais pas si, bon, c'est un peu le côté rigolo, c'est qu'on sait bien que je suis dans le domaine, donc on m'invite un peu partout, et moi je dis toujours non, parce que je sais qu'à la fin du repas, je vais avoir droit à tout le monde qui me pose des questions. Voilà. Donc je me suis dit, bon, écoute, c'est pas grave, je connaissais, c'était un ami qui m'emmenait, on a le repas et j'ai eu droit à la fin à ma question. Donc il m'a dit, non, on ne veut pas de consultation, et il nous arrive quelque chose de bizarre depuis 4 mois, on entend comme un petit caillou qui tape sur la vitre, on ne voit pas de caillou, et ça commence à 1h du matin, à minuit, 11h du soir, et eux ils travaillaient à 4h du matin, ils travaillaient dans la grande banlieue, donc ils devaient absolument dormir. Ils me disent c'est affreux parce qu'on n'arrive plus à dormir, et ça tape dans les murs. Alors il y a des questions à poser, hein. Les questions sont très simples, il faut voir si c'est un esprit malin ou un esprit tout court, hein. Donc j'ai posé les questions, je peux vous les dire, hein. Il faut lui demander s'il a senti du soufre, s'il a senti une odeur d'égout ou pas, enfin s'il y a des odeurs, quoi, d'accord? Il m'a dit non, il n'y a aucune odeur, mais sinon c'est ce qu'on appelle un esprit frappeur. Donc j'ai posé mes questions, et effectivement j'ai dit écoute, on va savoir qui c'est. Donc on a fait le Ouija, c'est-à-dire on a pris une grande feuille, on a tourné le verre, allez dis-nous qui tu es, tac tac tac, il a donné son prénom, hein. Avec les chiffres et les lettres, vous pour connaissez? ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Ouija. Alors c'est très simple. C'est-à-dire, vous prenez un grand papier, vous mettez l'alphabet, avec le petit verre de thé, vous voyez, faites des ronds, vous mettez l'alphabet en entier, vous mettez les chiffres de 1 à 9, le oui, non au milieu, et repos au milieu, c'est ça. Il a immédiatement donné son prénom. Mon invité tunisien s'est mis à pleurer, il m'a dit, c'est mon cousin. Et effectivement, c'était le cousin qu'il avait accepté à Paris, qu'il avait hébergé à Paris quand il est arrivé. Et ce cousin, il m'a dit, je sais pourquoi il est là. Ça fait 4 mois, donc il avait un bébé, il est mort, donc ce cousin est mort, et il lui disait, il est mort jeune, assez jeune, 54 ans, il lui disait, écoute, fais vite, il ne s'est jamais marié, enfin, il a toujours vécu célibataire, il dit, écoute, marie-toi vite, je veux voir tes enfants. Et effectivement, depuis 4 mois, il avait un bébé, ce monsieur. Donc vous avez compris, l'esprit venait taper sa joie, il venait pas pour les embêter, et il venait pour le bébé. Et il tapait par les mots, sauf que même dans ces cas-là, même s'il est heureux de voir le bébé, ce n'est pas normal, parce que sa place n'est pas parmi nous, elle est de l'autre côté. Exactement. Et il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? Donc je sais pas, ça c'est par mon intuition, j'ai dit, faites une offrande, fais une offrande. Il m'a dit, c'est très facile, on va faire un couscous pour les Maliens à côté, des travailleurs maliens,
J'ai dormi dans la maison, le soir, il y avait plus de, ça ne tapait plus dans les murs. Donc il a transmis son message, il dit « Je suis heureux de voir ton bébé ». Là, le message était passé. Donc c'est un très bon exemple pour dire que les esprits, quand ils viennent taper ou quand on a une maison hantée, c'est pas toujours des cas difficiles ou des cas de meurtre. Hein. On m'a raconté une histoire de meurtre là, mais c'est pas toujours ça. J'ai un cas de hantise sévère, mais enfin on n'a pas le temps de tout parler aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'une maison hantée? C'est une demeure réputée pour être occupée par des esprits ou d'une force surnaturelle, ou encore où se produisent des phénomènes surnaturels ou paranormaux inexpliqués. Elle se distingue de la maison possédée dans laquelle ces esprits maîtrisent ses habitants. Une maison hantée désigne dans le monde du spiritualisme moderne des pièces construites à escient dans une demeure, spirit room, apparue dans les États-Unis. Alors ça c'était, bon ça c'est vraiment de la culture générale. Pour communiquer avec l'esprit, vous faites une pièce chez vous pour communiquer. D'après un sondage Gallup de 2005, les maisons hantées sont la croyance paranormale la plus répandue, avec 37% des Américains, 28% des Canadiens, 40% des Britanniques, qui croient en leur existence. Alors, historique, je ne sais pas si on a le temps, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Alors, c'est très simple. De tout temps, il y a eu des esprits qui sont revenus, voilà. Mais aujourd'hui, si on fait un sondage en France, est-ce que vous croyez en l'au-delà? Personne n'y croit. Il y a 80% des Français qui... Nous, mais 80% des gens, des Français, disent après la mort, il n'y a rien. D'accord? Il y a même Madame Trintignant, la maman de Marie Trintignant, tout sérieuse, hein, je l'ai écoutée dans la radio l'autre jour dans la voiture, elle disait non, elle est partie, elle est dans mon cœur. Elle est partie, elle a disparu. Elle s'est évanouie dans l'univers. Alors ça, justement, le fait qu'ils reviennent, alors c'est pour ça que j'ai commencé par les esprits, c'est occupé par des esprits. Donc c'est pas un phénomène géologique ou autre, c'est vraiment un lieu occupé par des esprits. Là, c'est le mot clé. Donc j'évacue immédiatement, pour ceux qui connaissent, toute manifestation d'esprits venant d'autres planètes ou d'autres mondes. Là, ce n'est pas notre sujet, hein, d'accord? Ça peut arriver, ça peut arriver absolument, mais ils n'ont absolument pas besoin de taper sur les murs pour nous avoir. Hein. Oui, certainement. Voilà. C'est-à-dire que eux, il y a des entités qui viennent du fin fond de la galaxie, qui viennent pomper notre énergie. Hein. Mais ils n'ont absolument pas besoin de nous effrayer. Hein. Voilà, exactement. Donc ça c'est pour l'historique. Si vous voulez, je peux faire un survol du temps de Rome. Il y en avait. Je fais un survol, on a le temps. Oui, tout à fait. Hein? Tu arrives à voir ou tu voudrais que Jonathan mette une petite lampe? Ah là, il y a un reflet. Donc Pline l'Ancien. Alors la légende sur les maisons hantées sont apparues tôt dans la littérature. Il y a Pline l'Ancien, il y a Pline le Jeune, pardon, Lucien, etc. Donc on n'a pas le temps. Oui, on n'a pas le temps. C'est trop d'informations. Ce qui m'intéresse, c'est qu'au 19e siècle, voit également. Alors l'Église, il faut que je dise que l'Église quand même a. Alors, hop là, c'est quoi? C'est merveilleux. Là, c'est l'ordinateur. C'est quoi? Non, c'est mon rétro là, qui s'est mis en veilleuse, mais on va. Ah d'accord. Tu vois pas assez clair, hein, on va rallumer. Voilà. Merci. Si l'ordi se met en veille, tu as juste à cliquer sur la souris pour le rallumer. En fait, c'est l'ordi. Ah d'accord. C'est l'ordi qui se met en veille. Voilà. D'accord. J'aurais dû la supprimer, la mise en veille, c'est de ma faute. Alors, la hantise des lieux, appelée aussi grande hantise, est régulièrement utilisée comme intrigue dans les romans gothiques, comme Dracula, le roman d'horreur, ou plus récemment dans les fictions traitant du paranormal, avec des auteurs allant de Henry James, Stephen King, je pense qu'on a tous lu Stephen King, qui font appel au goût pour le bizarre, l'envie de se faire peur, la croyance ou la curiosité pour les revenants manifestés par les lecteurs. Il faut dire très vite que tout ce qu'on vous montre dans les films, ça ne se passe pas comme ça. Genre peut-être le film Ghost qui s'approche beaucoup. Alors, au XVIe siècle, l'Église fait pour que la croyance dans les maisons hantées soit abolie, mais devant la persistance de ces superstitions, elle développe au cours des siècles suivants des rituels de bénédiction et d'exorcisme. Alors que le XXe siècle et le XXIe siècle qui privilégient le home sweet home considèrent de plus en plus la maison hantée comme une superstition frappée d'archaïsme, le XVIIIe siècle, siècle des Lumières, avec notamment l'exégète
bénédictin Don Calmet, qui recense en 1746, dans son traité des apparitions, la liste des récits de maisons hantées qui, depuis l'Antiquité gréco-romaine au XIXe siècle, leur rationalisation et la déchristianisation, mais aussi siècle des montées des idéologies du romantisme, voit le développement des récits de maisons hantées. La Révolution française provoque de nombreuses émigrations d'aristocrates qui laissent leur château, bien entendu, et puisqu'ils sont morts ailleurs, ils reviennent hanter leur château. Leur château et manoir étant vendus sous forme de lot, le roman d'immigration provoque le retour de ces aristocrates venant hanter leur demeure. Les guerres napoléoniennes suscitent en Europe des disparitions brutales et morts violentes. Ces mal sauvés, morts sans le rituel de dernier sacrement, provoquent un rechristianisation du culte des morts et le renouvellement du thème du purgatoire. L'infirmerie du bon Dieu, selon le curé d'Ars. Avec ces revenants venant hanter les maisons, thème très présent jusqu'au milieu du XXe siècle. Ce sont les gens qui sont morts en dehors de leur maison du temps de Napoléon. Il y a 500 000 morts quand même. Alors au XIXe siècle, on voit également le développement du spiritisme. C'est là la transition du spiritisme moderne, qui est le terreau des maisons hantées. Il apparaît dans les années 1840 dans le Burnet-Over District de l'État de New York, avec notamment l'histoire de la maison hantée de Sir Fox. Alors on dit beaucoup de bêtises sur les Sir Fox, parce que ce sont elles qui ont installé les tables qui tapent, les tables tournantes. On a dit qu'elle avait les muscles du mollet qui claquaient à chaque fois et qu'elle parlait. Vous avez entendu ça? Oui. Donc, avec notamment l'histoire de la maison hantée des Sir Fox 1848. C'était avant Kardec, ça? C'était avant? Avant, oui. Avant. Modernisant la nécromancie. La nécromancie, c'est faire venir les morts contre leur gré. Hein. C'est ça? On fait un dîner. Il y a des peuples africains, ils font de la nécromancie. Tu dis il faut un dîner, il faut un dîner pour les appeler. Ah, tu fais un dîner, tu mets une assiette pour le mort et tu le fais venir quelque part. Tu fais avec venir un rite, j'imagine. Avec tout un rite. Alors je donne un exemple. Hein. Alors je suis contre la nécromancie. Ils sont un peu forcés de venir, quoi, disons. Ils sont forcés, oui. Voilà, parce que ils ne viennent pas d'eux-mêmes. Nous avons 4 éléments et ils ont un seul élément. Dans tous les cas, c'est-à-dire quand vous voyez les gens avoir peur dans les films, ça me fait rigoler. Ce sont eux qui ont peur de nous. C'est le monde à l'envers. Oui. Alors, la nécromancie, mode des tables tournantes pour communiquer avec l'âme qui hante la maison. Mode très prisé par Victor Hugo en exil à Guernesey. L'Église réagit alors en pratiquant des exorcismes sur ce qu'elle diagnostique comme des âmes errantes ou des démons qui s'emparent des maisons. Les scientifiques étudient plutôt leur occupant du point de vue de la maladie psychique, tandis que se développent les chasseurs de fantômes et spirites, notamment médiums, qui considèrent que les maisons sont hantées d'esprits farceurs malins, de disparus ou frappés par des poltergeists. Les poltergeists, c'est les objets qui bougent. Au XIXe siècle, les spiritualistes et ces maisons hantées inspirent ainsi la peinture, la littérature et le cinéma. En France, Alain Kardec, voilà, c'est ça la transition. C'est Alain Kardec, qui connaît Alain Kardec? Le plus grand médium de tous les temps. Voilà. Le plus grand médium de tous les temps. Alors, il est enterré au Père-Lachaise, c'est la tombe la plus visitée du Père-Lachaise. Il y a des gens qui viennent du monde entier rien que pour toucher son buste. Hein. Je vais vous en parler. Dans les années 1880, alors il a le livre. Il a fait des ouvrages remarquables. Alors, il y en a 2 qui sont très importants, je les ai apportés. C'est le livre des esprits et le livre des esprits. Oui. Ça coûte 2 sous, ça coûte 5 €, je crois. Il y a les questions et les réponses. Voilà, si vous voulez, je peux vous les envoyer par PDF. Oui, en fichier PDF. Voilà, fichier PDF, je les ai ici. Hein. Ah oui, ça serait c'est bien. Le livre des esprits et le livre des médiums. Hein. D'accord. Et alors, c'est très simple. Alors, je vais vous le présenter après. C'est un monsieur qui était pédagogue, qui était institut. Il est né dans une grande famille bourgeoise et il est devenu le pape, le grand maître du spiritisme. En fait, c'est lui qui a mis de l'ordre dans toutes ces idées erronées des 20 derniers siècles. En fait, quand il a mis de l'ordre. Donc une volonté. Alors, je vous parlerai du presbytère après. Alors, 1880 émerge une volonté positiviste d'analyse des hantises qui sont considérées comme des superstitions. De nombreuses fraudes et supercheries, généralement la nouvelle maison hantée découverte
est liée à un but lucratif, comme celle du presbytère de Borlée. Alors, le presbytère de Borlée, j'ai fait un petit dossier, mise à jour, porte un coup d'arrêt à cet âge d'or. Les spiritualistes se tournent alors vers d'autres formes de spiritisme. Le parapsychologue italien Ernest Bozzano montre en 1920, dans le phénomène de hantise, que sur 532 cas de lieux hantés, peu sont infestés de polgester. C'est très très peu. En 1923, l'astronome spirit... Alors Camille Flammarion, il a écrit un livre qui s'appelle Les Maisons hantées, tout simplement. Hein. Oui. Un ouvrage, Les Maisons hantées. Il est très très bon son livre. Hein. Oui, donc très intéressant. Très intéressant. Il a été repris par les éditions Time Life, je crois. Exactement. Il a été repris par Time Life. Ça coûte pas cher, hein, ça coûte le prix d'un livre de Georges Méliès. Voilà. Parce que parfois les rééditions ça coûte cher. Hein. Dans lequel il reprend la théorie du 19e siècle de la psycho. C'est un grand astronome, Camille Flammarion, et il s'est intéressé aux maisons hantées dans le sens scientifique. Alors son livre vraiment est très très intéressant. Hein. Donc lui, il va traiter le mur des il va traiter les imprégnations de fluides, etc. Hein. Alors, on va voir monsieur. Alors, récit de maisons hantées se trouve aujourd'hui dans l'histoire des fantômes. Alors, on n'a pas le temps parce que j'ai beaucoup de documents à vous montrer. On va voir monsieur Kardec. Monsieur Alan Kardec. Monsieur Alan Kardec. Et après, on va... Vous voulez qu'on regarde celle-là? C'est vrai que ces livres valent le coup de les acheter, hein. C'est Oui. pas cher en plus. Regardez ce reportage du 9 avril, comme ça nous fait une transition. Quelques semaines, il se disait victime de phénomènes paranormaux. On se dit bien dans la tête et tout ça. Georges, Georges Meunier, tu peux arrêter ma caméra aussi? Des chaises qui volent. Je sais pas l'arrêter la Sony, je la connais pas. Cédric, il faut plier le... C'est France TV Info. Hein. Tu le tournes et tu le mets contre. Pratique venue des États-Unis, c'est à cette époque qu'il prend son surnom de Alan Kardec, nom qu'il pense correspondre à celui qu'il portait lors d'une vie antérieure. Alors qu'il était druide, alors à cette époque-là il était druide, ce pseudonyme lui permet en outre de continuer à écrire ses ouvrages de pédagogue. Voilà, il a écrit donc le livre des médiums. Je vous le donnerai en PDF si c'est en libre service parce que c'est un livre qui a plus d'un siècle. Oui, oui. Je l'ai cherché au quai de la Seine, mais je ne l'ai pas trouvé. Ah oui, d'accord, mais il est réédité constamment. Hein. Oui, oui. Non, mais je cherchais l'édition originale. Alors, vous trouverez donc... Alors, il est mort brutalement en 1800. Alors, il a créé la revue Spirit, un magazine encore publié aujourd'hui. Au Brésil, il y a un véritable culte pour Alan Kardec. Il est beaucoup plus connu à l'étranger qu'ici en France. Et lui, il a mis tout le monde de l'au-delà, tous les esprits, le monde des esprits, il nous a expliqué comment ça marche. Vous voyez, en dehors des religions, en dehors des superstitions. Alors, donc, le livre des esprits, voilà, il a écrit. Et il a eu aussi un livre posthume, de ses œuvres posthumes. Donc, alors, sur sa tombe qui est visitée, quand même très très visitée au Père-Lachaise, naître, alors il y a cette devise, cette doctrine, naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi. Sur sa stèle, soutenu le buste, on y lit, tout est fait à une cause, tout est fait intelligent à une cause intelligente, la puissance de la cause est en raison de la grandeur de l'effet. Donc là, c'est une stèle qui a été érigée à Lyon, où il est né. Alors, il faut dire qu'en France, on est très frileux du côté du spiritisme. C'est quand même le pays de Descartes. Alors, aujourd'hui, donc, il y a eu Léon Denis, donc Léon Denis qui est un monsieur aussi qui a travaillé sur les esprits. Léon Denis, Gabriel Delanne, il y a la salle Gabriel Delanne à Paris où je donne des conférences aussi. Il a écrit des livres. Alors aujourd'hui, je vous parlerai de Chico Xavier qui est né en 1910, mort en 2002. Et Chico Xavier, c'est un grand médium brésilien parce qu'au Brésil, on lui voue vraiment un culte. Et il leur a appris comment rentrer en contact, comment ne pas avoir peur, etc. Et tout à l'heure, donc le film, c'est celui de Chico Xavier qui l'a canalisé l'histoire et il nous l'a transmis. Donc, voilà.
donc Sao Paulo, voilà. Il y a des rues dans tout le Brésil, dans la Kardec. Il y a une séance du Parlement brésilien où on a qu'on lui a dédié. On n'imagine pas que cet homme est si connu là-bas. Hein. Alors, voilà, au Brésil, voilà. Voilà sa tombe à Paris. Elle est toujours fleurie. Les gens viennent toucher son buste. Bon, ça, c'est les œuvres après. D'accord? Alors, ce qui nous intéresse, c'est que dans le livre des médiums, justement, Cette apparition des photos, ils sont alors persuadés que leur château est... c'était le 25 avril. Hein. Hélas, beaucoup fuiraient les lieux, mais eux décident de rester et ils hébergent même des amateurs de sensations fortes qui sont prêts à payer pour passer une nuit dans un château. SOS Fantôme, c'est un reportage étonnant de Nina Montaigne. Ce château perché sur une falaise du Poitou, c'était leur rêve. Quand Véronique et François l'ont acheté il y a 3 ans, ils ignoraient qu'ils allaient avoir de grosses frayeurs. D'abord, comme tous les nouveaux châtelains, ils découvrent l'ampleur des travaux à réaliser. La fissure là, elle a augmenté, parce que moi les fissures, je les scrute tous les jours depuis... Ce bâtiment du XIVe siècle était à l'abandon depuis une trentaine d'années. Mais cet ancien professeur d'histoire et son mari agriculteur ne sont pas du genre à se laisser impressionner. Ce n'est qu'au bout de plusieurs semaines de travaux avec leurs 3 enfants que les nouveaux propriétaires vont ressentir d'étranges présences. Véronique va en faire l'expérience un soir où elle est seule à la cuisine. Ils ont fait venir des tas d'enquêteurs dans le château. Oui. En fait, très nettement, c'est vraiment net, des pas lourds arrivés en fait par le salon, mais des pas lourds et traînants. C'est vraiment comme ça. Enfin, je sais pas, ça m'a choqué. J'ai essayé de rationaliser, mais enfin, j'ai des loirs à la maison, des chauves-souris, j'ai des bêtes, donc il n'y a pas de souci. Dans un château, on a tout ça, les souris. Franchement, c'est pas possible. C'est un pas très humain, lourd, traînant, ça glisse des pieds. Et c'est arrivé jusqu'au milieu de la cuisine. Et j'avais personne, donc voilà. Elle se demande si elle n'est pas victime d'hallucinations. Mais son mari, lui aussi, se trouve confronté à des phénomènes inexplicables. Le premier arbre que j'ai abattu, il était par terre, et j'étais en train de débiter. Et je me suis trouvé en fait en plein travail, et j'ai eu 3 tapes sur l'épaule gauche, et vraiment des tapes terribles. Je me suis retourné, et en fait, il n'y avait personne. Il y a aussi des silhouettes qui passent dans les couloirs. Des poignées de portes qui tournent toutes seules. Pour Véronique et François, il n'y a plus de doute. Le château est hanté. Alors qu'on aille faire un tour là-bas. Il y aurait même des preuves visuelles. Ils disent avoir photographié des visages. Comme celui-ci, qui apparaît dans la fumée devant la Une brume cheminée. vaporeuse. Cela, aperçu dans un miroir, Tiens. C'est à peu près ce qu'on a sur le forum qui a été vu dans une vitre. et là, où Véronique distingue une silhouette derrière la fenêtre. Ah, nous on l'a sur le forum ça. Il y a un de nos membres aussi qui l'a photographié. Et je veux dire, le château était fermé, il était vide. J'étais toute seule dans le parc. Bon, et ça, c'est la période où je vous dis, on est arrivé, on se sentait vachement observé. Je peux vous dire que quand j'ai vu ces photos après, ça a fait confirmer. Répréhensible de l'autre côté, c'est-à-dire il se ferait très durement remettre à l'ordre de l'autre côté. Hein. Alors l'autre côté est très bien organisé, et je vous parlerai des détails après, mais c'est elle la clé de notre histoire. Vous allez voir. Alors, pourquoi? Je vous dirai après. Je voulais pas finir là parce qu'à chaque fois que je me retrouvais toute seule, Alors, elle est jeune, elle est adolescente. Souvenez-vous de ça, elle est adolescente. Oui, c'est en rapport avec la question que je voulais poser. Il y a pour- toujours une adolescente ou un jeune dans l'histoire. Voilà. Toujours. Pour les 4 prolétaires. on apprécie mieux et du coup on a moins peur, enfin, on appréhende moins. Et c'est pas terminé pour cette jeune femme. Sa sœur va être victime d'un phénomène particulièrement préoccupant. Alors qu'elle bricole dans cette chambre du 2e étage, la jeune fille tombe brusquement malade. Je l'amène à l'hôpital, j'étais vraiment inquiète. Et à l'hôpital, il m'annonce une maladie qui me traque
fracassait quand même. Elle avait une pyélonéphrite infectieuse. Elle est quand même restée C'est 3 malade. semaines à l'hôpital. C'était vraiment quelque chose d'assez avancé apparemment. Elle avait très mal au rein. Cela aurait-il un rapport avec les fantômes? Coïncidence troublante. Véronique apprend qu'une jeune femme est morte ici de la même maladie des reins dans les années 20. Prise de panique, elle envisage alors de quitter le château. Très franchement, sur le coup, j'ai pensé à revendre. J'ai pensé à partir, sauf que nous, le souci qu'on a eu, c'est qu'on ne revend pas. Ils viennent toujours par affinité. On a 25 ans d'emprunt sur les mains. Affinité d'histoire. La famille décide donc de rester au château, mais Véronique voudrait en savoir plus sur ces mystérieux revenants. Dans cette ferme qu'ils occupent pendant les travaux, elle entame des recherches. C'est toi qui avais pris les notes? Il y a 3 traits. Elle s'appuie sur les propos des médiums, mais aussi sur des archives. C'est ainsi qu'elle retrouve une vieille dame, une descendante d'anciens propriétaires du château. Elle me parle de sa famille, de ce qu'ils ont vécu à Fougeray. Elle me montre des photos de famille très émouvantes. Elle me montre Alice. Elle me parle de cette jeune fille. Alice, c'est la jeune femme qui est morte en 1924 d'une maladie des reins et des poumons dans une des chambres du château. Elle n'avait que 22 ans. Une jeune fille joyeuse qui aimait danser et faire la fête. On sent vraiment la joie de vivre. Donc elle est réapparue par affinité par la fille des nouveaux propriétaires. C'est à cause de cette injustice, mourir si jeune, qu'Alice... Alors mourir jeune n'est pas une injustice. Hein. Et Véronique en est convaincue, il y aurait une dizaine d'autres ancêtres dont les esprits habiteraient cette bâtisse. Mais plutôt que de laisser des morts lui pourrir la vie, la Châtelaine décide d'en tirer profit. Car de nombreux curieux rêvent de passer une nuit au château hanté. Alors là, elle organise. Ce soir, comme chaque mois au beau jour, Véronique en... Donc elle organise des soirées fantômes, hein, et parce qu'elle a un château qui a avec besoin des d'être... chambres d'hôtes. Voilà, des chambres d'hôtes parce qu'elle a besoin de rénover son château. Mais là, on rentre dans la partie commerciale. Et pour Halloween, elle fait triple tarif. Et donc là, les gens, il y a 80 personnes qui vont arriver. Alors pour moi, pour ce qui nous intéresse dans cette histoire, c'est qu'il y a une affinité entre cette jeune femme qui arrive et c'est comme mon histoire du bébé, quoi. Cette jeune femme est affinité avec la jeune femme qui est venue avant. Donc par affinité, l'autre apparaît. Donc monsieur Alain Caradec, alors là, ça ne sert à rien de voir parce qu'après on les voit, regardez. Ici, on voit arriver les badauds. Bon, c'est convivial. Après, ils passent la nuit dans le château et ils voient rien. Rien ne se passe. Voilà. Comme Marlène, Mélodie et Jean Marin. Oui, mais il n'y avait que des adultes. Il n'y avait pas d'adolescents. Voilà, peut-être, oui. C'est vrai. Le C'est problème est absolument là. vrai. Donc là, je vous passe. Là, c'est des curieux qui viennent. Ils ont fait 400 km. Voilà. Là, c'est des curieux qui viennent un peu pour avoir peur. Sensation, ouais. Parce qu'ils ont un site internet, un gros site internet maintenant à Fougeray. Hein. Ah oui, ah bah, tu Ils ont un vois. site. Donc là, c'est pas intéressant parce qu'on rentre dans la partie commerciale. Et les gens vont dormir par terre parce qu'elle n'a même pas de lit, cette dame. Ils vont dormir sur des petits matelas. Les chambres sont en très mauvais état. Voilà, voilà. Avec la peinture délabrée, Donc, s'il y avait pas enfin, ces- c'est moche. Alors, C'est moche. l'histoire, elle est vraie. L'histoire, voilà, on va arrêter. Chambre à son fantôme. Voilà, chaque chambre a son fantôme. Ça. On rentre dans la partie commerciale. Hein. Si vous allez sur notre RDO, vous verrez les chambres, c'est pas terrible. hein. Oui, voilà, ils ont montré ça. Ils ont montré. Monacal. Ils ont montré, hein, regardez. Là, par exemple, ils ont montré que les chambres n'étaient Même pas Monacal chez les bonnes sœurs, c'est mieux que le château. Voilà, oui, voilà. Tu vas te faire un Voilà. peu. Alors, et en plus, il y a des gens qui demandent des esprits perturbés ou des esprits calmes, Ah, c'est bien. selon la chambre. C'est Voilà. la carte. Hein? C'est la carte, exactement. Ça vous gêne si je mets ça en arrière-plan? Ah non, non, ça me gêne absolument pas. L'écran, vous voyez? Très bien. Voilà, ils dorment par terre juste pour voir. Ah, ils vont rien voir. Alors, ils vont se faire peur. Aïe, 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 j'ai peur. Ouais, ouais. Alors, regardez, elle va avoir peur, là. Oui. Ah, elle a eu peur. Ils n'ont pas utilisé d'instruments là-bas de cadomètre ni tout ça. Rien, rien. Les Là, groupes, oui, les groupes, ils sont allés, oui. Ouais. Je crois, hein, mais bon. Voilà. Il y a le RIP qui était là-bas, RIP, là. Oui, oui, oui. Cette chambre d'Alice. Voilà. Alors,
ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que Alice, elle est revenue parce qu'il y avait une adolescente. Quand vous allez dans une maison hantée, cherchez l'adolescent, cherchez l'enfant. Un enfant perturbé souvent. Alors, pas forcément, je vais vous raconter. L'explication donnée du mouvement des corps inertes s'explique naturellement à tous les effets spontanés que nous avons de voir, les bruits quiconques, etc. Alors, on pourrait se demander, alors une circonstance vient même à l'appui de cette théorie, alors c'est-à-dire, on voit des choses lancées comme ça, alors, on pourrait se demander où est le médium dans cette circonstance. Les esprits nous ont dit qu'en pareil cas, il y a toujours quelqu'un dont le pouvoir s'exerce à son insu. Les manifestations spontanées se produisent très rarement dans les endroits isolés. C'est presque toujours dans des maisons habitées qu'elles ont lieu. Et par le fait de la présence de certaines personnes qui exercent une influence sans le savoir, ces personnes sont de véritables médiums qui s'ignorent. Vous voyez, ça peut tomber sur vous, sur toi, Jonathan. Tu peux être un médium, tu nous apportes tous les esprits du monde, et nous on a peur, ou on ne sait pas ce que ça vient, mais ça vient de toi. Tu vois ? Et que nous appelons, pour cette raison, médiums naturels. Ils sont aux autres médiums ce que les somnambules naturels sont aux somnambules magnétiques. Ils s'ignorent alors en fait. Ils s'ignorent absolument. D'accord. Et tout aussi curieux à observer. L'intervention volontaire ou involontaire d'une personne douée d'une aptitude spéciale pour la production de ces phénomènes paraît être nécessaire dans la plupart des cas. Quoi qu'il en est, où l'esprit semble... Ça c'est le livre des médiums. Ceci explique pourquoi les esprits qui nous entourent sans cesse ne produisent pas à chaque instant des perturbations. Il faut d'abord que l'esprit le veuille, qu'il ait un but, un motif. Sans cela, il ne fait rien. Là, elle est revenue parce que... Alors aussi, je vous explique, il faut souvent ensuite qu'il trouve précisément dans le lieu où il voudrait agir une personne apte à le seconder. Coïncidence qui se rencontre assez rarement. Cette personne survenant inopinément, il en profite. Malgré la réunion des circonstances favorables, il pourrait encore en être empêché par une volonté supérieure, quelqu'un qui prive dans la maison, ou quelqu'un qui a une forte personnalité, il peut l'empêcher de venir, supérieur qui ne lui permet pas d'agir à son gré. Il peut lui être permis de le faire que dans certaines limites, et dans le cas où ces manifestations seraient jugées utiles, soit comme moyen de conviction, soit... Alors, conviction, c'est quoi? Les esprits, parfois, ont besoin de dire « nous sommes là ». Voilà. Comme je vous l'ai dit, moi, dans mes conférences, les gens viennent me voir après mes conférences, ils me disent « je suis choqué, parce que je pensais qu'après la mort, il n'y avait rien ». Voilà. Donc, alors, des gens que je connais ni d'Adam ni d'Ève, je prends la photo et je parle. Quand même. Donc, ils pensent qu'il y a le néant, il n'y a rien. Il y a le néant. 80% pensent qu'il y a le néant. On se dissout. C'est vrai. C'est ça, hein? Donc ça, rien qu'en faisant bouger les choses, tiens, il y a un esprit, il y a quelque chose, ça fait réfléchir, vous voyez. Soit comme épreuve pour les personnes qui en est l'objet. Ça, c'est une épreuve qui vient de l'au-delà. Hein. Comme Job, par exemple, le prophète Job. Le prophète Job, c'est une histoire assez particulière. Vous connaissez l'histoire de Job, le prophète? Non? Non, c'est pas l'échelle. C'est un pari avec Satan. Oui, c'est voilà. Satan qui dit, bon, je vais pas... Voilà, donc alors, nous ne citerons que à ce sujet que l'entretien provoqué à propos des faits qui se sont passés en juin 1860 dans la revue Noyer. Alors, rue Noyer, il y a une maison qui était hantée. On en trouvera les détails dans la revue Spirit d'août 1860. Alors, à Saint-Louis, aurez-vous... Alors, ici, on parle avec l'esprit. Aurez-vous la bonté de nous dire si les faits qu'on dit être passés dans la rue du Noyer sont réels? Quant à la possibilité, nous n'en doutons pas. Oui, ces faits sont vrais, seulement l'imagination des hommes les grossira, soit par peur, soit par ironie. Là, l'esprit nous répond, hein, d'accord? Mais, je le répète, ils sont vrais. Ces manifestations sont provoquées par un esprit qui s'amuse un peu aux dépens des habitants du lieu. Alors, il y a des esprits farceurs aussi, il y a des esprits qui viennent s'amuser, hein, d'accord? Et ils rigolent de bon cœur hein, de nous. Alors, et plus nous on a peur, là, ça c'est la clé, la deuxième clé, c'est plus vous avez peur, plus vous lui donnez de l'énergie. Et il vient en fin de compte, il vous fait peur pour bouffer votre énergie. Tout est énergie en fin de compte. C'est ça, hein? C'est-à-dire, il vient pour vous vampiriser.
Y a-t-il dans la maison une personne qui soit cause de ces manifestations? Elles sont toujours causées par la présence de la personne à laquelle on s'attaque. C'est que l'esprit perturbateur en veut à l'habitant du lieu où il est et qu'il veut lui faire des malices ou même chercher à le déloger. Nous demandons si parmi les habitants de la maison, il y a quelqu'un qui soit la cause de ces phénomènes, par une influence médiumnique, spontanée et involontaire. Il le faut bien, car... Alors, il raconte après que c'est une servante. Hein. C'est le cas le plus ordinaire. Il dit c'est une servante. On enlève la pub, oui. Oui, c'est la pub, ça. Ouais. Merci. Merci. Alors, ces esprits étant toujours d'un ordre inférieur, l'aptitude à leur servir d'auxiliaire. Alors, ils ne peuvent absolument pas nous faire de mal. Ça, c'est une règle absolue. Ah, d'accord. Pourquoi? Ils peuvent pas du tout. Hein. Du tout, ils ne peuvent pas. D'ailleurs, vous pouvez regarder toutes les histoires de maisons hantées. Il n'y en a pas un qui a été tué par un esprit, par exemple. Voilà. Mais on peut Jamais. se ramasser quand même peut-être des fois une gifle Ah oui, ça c'est vrai. par un esprit. Ah oui, ça ils peuvent Oui. vous Moi, par déranger. Nous gifler. Ils peuvent vous gifler, vous J'ai donner un des Ou un témoignage, coup de poing dans le dos. Un récent. Là, il y a 2 ans chez Alexandra, moi j'ai eu la cuisse qui a été prise par quelque chose, comme Oui, si on oui, oui. m'appuyait comme ça, Oui. il n'y avait rien. Oui, oui. Et elle m'avait dit que c'était son grand-père qui faisait ça pour faire des forces à ses amis Voilà, qui c'est étaient décédés. Un esprit farceur. Et je peux vous dire que le contact, je m'en souviens toute ma vie, c'était quelque chose Oui, comme mais les trucs- glacial et très, très fort. Oui, ça mais avait quelque chose- avec des questions pièges, les esprits farceurs, on peut les éliminer. Avec des questions que seul le défunt connaissait, des choses qu'il connaissait, Alors. on peut savoir si on a la vraie entité ou pas. Là. La plupart du temps, ils viennent pour une prière. D'accord? Ils viennent pour quelque chose. Ils viennent demander une prière. Ils demandent à partir dans l'au-delà. Ils ne veulent pas rester sur ce bas monde, dans ce bas monde. Donc, nous, au lieu de les chasser, moi, quand je suis arrivé à Paris, j'ai un ami libanais qui m'a prêté son studio. J'arrivais pas à dormir avec quelqu'un qui était devant moi. Je dis, écoute, je suis fatigué, j'ai passé une longue journée, j'ai traversé les frontières, je veux dormir. Je vais prier pour toi. Je ne l'ai plus revu. Voilà, faut prier puis lui Il y en dire a qui viennent- laisse-moi en paix, Ah je non. vais prier. Mais C'est pas leur monde. C'est pas leur monde. C'est une souffrance pour eux. Je ne sais pas si vous vous imaginez notre monde ce que c'est. Alors pour vous donner l'exemple, c'est pour eux, vous rentrez dans de la glaise, vous connaissez de la glaise là, et vous faites un petit bain là-dedans. C'est exactement ça. Non, C'est comme une mouette mazoutée. quoi. Ah c'est ça, c'est Ah, c'est ça. ça. c'est pour ça qu'il y a des passeurs d'âmes. Ah bah, absolument, absolument. Alors au lieu d'avoir peur, parce que plus vous avez peur, plus vous avez de l'énergie qui part, d'ailleurs vous avez froid, vous avez de l'énergie qui part de tous les côtés, et lui il bouffe. Alors ça les maintient, ça les stabilise. C'est-à-dire ils ne peuvent plus quitter la maison, parce que c'est vous qui les retenez, Ouais. par votre peur. Où l'esprit va-t-il prendre les projectiles dont il se sert? Ces divers objets sont le plus souvent pris sur les lieux ou dans le voisinage. Une force venant d'un esprit les lance dans l'espace et ils tombent dans un endroit désigné par cet esprit. Puisque les manifestations spontanées sont souvent permises et même provoquées dans le but de convaincre, il nous semble que si certains incrédules en étaient personnellement l'objet, ils seraient bien forcés de se rendre à l'évidence que l'esprit existe. Ils se plaignent quelquefois de ne pouvoir être témoins des faits concluants. Ne dépendraient-ils pas des esprits et de leur faire donner quelques preuves sensibles? Les athées et les matérialistes ne sont-ils pas à chaque instant témoins des effets de la puissance de Dieu et de la pensée? Alors pour les athées, vous pouvez faire voler des oranges dans la pièce, vous dire vous faites des subterfuges, vous n'arriverez pas à les convaincre, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Non, là de ce côté-là, j'ai fait mon deuil. Et pourtant c'est paradoxal parce que moi je connais Ah, non, non. un exemple, non mais pas pour le paranormal, pour les ovnis, je connais des athées qui croient aux ovnis. Mais c'est un autre domaine. Alors, il dit, Maître, faites-nous voir quelques prodiges. Les pharisiens, par exemple, Jésus, il y a les pharisiens qui n'ont jamais cru en lui. Pourtant, il a marché sur l'eau, il a fait beaucoup de choses. Oui, Ben non, il n'y croit pas. Donc là, il nous donne l'exemple de Jésus. À la limite, on s'en fout. Ben voilà, Ils on s'en fout, c'est bon. restent dans le truc. L'entretien C'est avec vrai. l'esprit perturbateur rue de Noyer. Évocation. Qu'avez-vous donc à m'appeler? Vous voulez donc des coups de pierre? Des coups de pierre, c'est alors qu'on verrait un beau sauf qui peut, malgré votre air de bravoure. Quand il nous enverrait des pierres ici, cela ne vous effraie pas? Nous demandons même positivement si tu peux nous en envoyer. Alors ça c'est vrai. Vous lui dites, écoute, envoie-moi d'autres choses. Vous voyez, il faut le braver.
Puisque tu es si fort, fais autre chose. Une Ah, petite, vas-y. Il faut le contrer, il on faut va le juste braver. éteindre le projecteur en attendant parce que ça consomme énormément. D'accord, on le lasse. Il faut le lasser, vous voyez. Mais je pense qu'on peut... C'est bon, voilà, comme ça, il y a Je pas m'occupe. de lumière. Ok, ça marche. Voilà. Donc, il faut le lasser. C'est-à-dire, à partir... Ou bien, lui dire, on va te faire une prière, ou bien le braver, le lasser. Voilà, C'est quand même mieux la prière, non? je pense. Oui. Mais tout le monde n'est pas croyant. Ah oui, c'est Dans la rue du Noyer, il y avait une personne qui te servait d'auxiliaire pour te faciliter les mauvais tours que tu jouais aux habitants de la maison. Certainement, j'ai trouvé un bon instrument et aucun esprit docte, savant et prude pour m'en empêcher. Car je suis gai, c'est l'esprit de « j'aime parfois à m'amuser ». Quelle était la personne qui t'a servi d'instrument? Une servante. Était-ce à son insu qu'elle te servait d'auxiliaire? Oh oui, la pauvre fille, elle était la plus effrayée. Agissais-tu dans un but hostile? Moi, je n'avais aucun but hostile. Mais les hommes qui s'emparent de tout, le font tourner à leur avantage. Alors, quand on tue par là, nous ne te comprenons pas. Je cherchais à m'amuser, mais vous autres, vous étudiez la chose et vous aurez un fait de plus pour montrer que nous existons. Vous voyez? Donc là, il dit que c'est une preuve. Alors, tu dis que tu n'avais pas de but hostile et pourtant tu as cassé tous les carreaux de l'appartement. Tu as ainsi causé un préjudice réel. C'est un détail, il répond. Où t'es-tu procuré les objets que tu as lancés? Ils sont assez communs, il répond. Je les ai trouvés dans la cour, dans les jardins voisins. Les as-tu tous trouvés? Ou en as-tu fabriqué quelques-uns? Alors là, il pose une question piège, Oui. entre guillemets, parce que certains esprits peuvent créer des objets. Hein. Alors là, celui-là, il n'est pas vraiment très futé. Il dit non, je n'ai rien créé, j'ai composé. Si tu n'en avais pas trouvé, aurais-tu pu fabriquer? Là, il repose la question. C'eût été difficile, mais à la rigueur, on mêle des matières et cela fait un tout quelconque. Maintenant, dis-nous comment tu les as lancés. Ah, ceci est le plus difficile à dire. Je me suis aidé à la nature électrique de cette fille, jointe à la mienne, moins matérielle. Nous avons pu transporter ainsi ces diverses matières à nous deux. Tu voudrais bien, je pense, nous donner quelques renseignements sur ta personne. Dis-nous donc, d'abord, s'il y a longtemps tu es mort. Il y a assez longtemps, il y a bien 50 ans. Qu'as-tu donc de ton vivant? Alors regardez ici. Pas grand-chose de bon. Je chiffonnais dans ce quartier et on me disait parfois des sottises, parce que j'aimais trop la liqueur rouge du bonhomme Noé. Aussi, je voulais les faire tout décamper. Alors ici, vous voyez, c'est vraiment ce petit chiffonnier du coin qui est resté tout bas, vous voyez, qui est resté très 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 proche de notre matière et qui faisait des farces à tout le monde. Voilà, c'est dans le livre des médiums, ça. Hein. C'est ça. C'est pas dans le livre des esprits, ça. Hein. Non, c'est le livre des médiums. Livre des médiums. Livre des médiums. Voilà. Et était-ce toi, et de ton plein gré, que tu as répondu à nos questions? J'avais un instituteur. Alors là, il fabule un peu. Alors, il dit, quel est cet instituteur? Il dit, votre bon roi Louis Napoléon III. Oui, là, alors ça, il vous mène en bateau parfois, pour vous avoir au tournant, vous voyez. C'est-à-dire, ils peuvent affabuler pour vous duper, quoi. Pour nous déstabiliser. Voilà, cette question est motivée par la nature de certaines réponses qui sont parues. Bon, on n'a pas le temps. Que fais-tu maintenant? Occupes-tu de ton avenir? Pas encore, j'erre, il est en train d'errer. Je pense si peu à moi sur la terre que personne ne prie pour moi. Voilà, il demande des prières quand même. Aussi, je ne me suis pas aidé, je ne travaille pas. Alors, dans l'au-delà, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils ne dorment pas, ils ne sont pas fatigués. On verra plus tard combien on peut contribuer à l'avancement et au soulagement des esprits inférieurs par la prière et les conseils. Voilà, c'est un exemple, vraiment tout ce qui a plu. Et l'espace-temps ne compte pas non plus dans l'au-delà. Ils peuvent se déplacer très loin en une fraction de seconde. Voilà, exactement. Mais lui, il est complet. Il est resté dans une conscience globale, je crois. Après, il est resté dans son petit quartier, là. Voilà. Il donne même son nom. Il s'appelait Janet. Janet, nous prierons pour toi. Dis-nous si notre évocation t'a fait plaisir ou t'a contrarié. Plutôt plaisir, car vous êtes de bons enfants, de gays vivants, quoique un peu austères. C'est égal, vous m'avez écouté, je suis content. Alors là j'ai pas le temps de vous dire.
voilà, c'est un exemple de tout ce qu'il y a. Alors, vraiment, là, votre cas, le cas d'assassinat, là, c'est le cas de... alors, je voulais en parler, mais je ne sais pas si on a le temps. Du presbytère, là, il y avait un prêtre qui a eu une histoire d'amour avec sa nonne, et quand on a découvert, il a été tué en Angleterre. C'est pas le presbytère de Borlée? Oui, c'est ça. Lui qui a été enquêté par Harry Price en 1925. Tu veux le regarder, oui, c'est ça? Ah ouais, moi je connais, mais pour nos amis qui connaissent pas... Oui, on a le temps? On a le temps. Hein. Oui, On a toute la nuit. Non, je rigole. Faut pas vous fatiguer. Plus affinité. Hein? Plus affinité. On peut regarder, on peut regarder, ça dure pas trop longtemps. C'est vrai. Si vous êtes d'accord, si le public est d'accord. D'accord. C'est un film ou c'est sur le net? C'est un film que tu as... Non, j'ai préparé un document, donc je vais faire un rapide survol. Hein. Et je crois même qu'il y a des écritures qui avaient été vues au mur. C'est ça, je les ai. Tu les as? Il y a un livre qui est aux éditions... Attends, c'était quoi on ne rappelle plus d'époque, qui était paru que j'ai. Tu les as, Jonathan, les deux livres, là, le livre des esprits et le livre des médiums? Oui, en PDF et tout. Tu les as tous les deux? Ça c'est quoi? Oui. Je pense qu'il faut les fermer. Comment on ferme ça? Il y en a beaucoup d'ordres. Vas-y, t'as pas de faute. Alors ça c'est... non, il faut fermer celui-là aussi. Il faut aller dans l'ordinateur. Merci Cédric, hein, parce que là j'ai du mal à bouger. J'ai du mal à déplacer mon petit coin là. Par contre, si tu as les haut-parleurs pour le film, je vais voir, j'espère qu'ils sont encore voilà, là. c'est celui-là. Alors, attends, je vais voir si je trouve les haut-parleurs. C'est définition, ici. Attends, je prends le technicien en photo. Ouais, prends le technicien. Vas-y. Pardon. Allez, Cédric, un sourire. Fais pas l'œuf, comme on dit. Sur RDO, fais pas l'œuf. Alors, je vous donne des exemples parce que cette conférence, on n'a pas le temps. Mais c'est pour vous dire, vraiment, si vous allez dans une maison, souvenez-vous que c'est vous le maître. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Vous m'attendez, attendez-moi. Eux, ils ont un élément. Nous, on en a 4. C'est eux qui doivent avoir peur de nous. Alors, plus haut. Oui, par contre, quand on voit les poltergeists avec les godasses balancées dans les radiateurs et tout ça, ça impressionne quand même. Hein. Mais c'est le but. Ça, c'est la maison Lucifer. C'est une dame très riche qui a eu tellement peur des esprits qu'elle a fait des escaliers qui mènent nulle part. C'est devenu un musée aujourd'hui. Ah oui, ça, je l'ai vu. Alors, plus haut. Voilà, c'est là. Alors, le presbytère de Borlée. Alors, le presbytère de Borlée, dans le Suffolk, a été surnommé la maison la plus hantée d'Angleterre. Alors, très vite, pourquoi en Angleterre vous trouvez des maisons hantées plus qu'ici en Europe ou en France ou en Italie? Plus d'esprits errants, plus... Pour une raison... Pardon? Ils y croient plus? Ils y croient plus que nous. Non, pour une raison religieuse. C'est que les latins, les catholiques, ont fait des prières pour les morts. Quelque part, on les aide à partir. En Angleterre, les anglicans ne font pas de prières pour les morts après leur mort. Ils les retiennent. Enfin, ils ne les retiennent pas, ils ne les aident pas à partir. Voilà, c'est ça la différence. C'est une différence culturelle. C'est-à-dire que s'ils faisaient des prières, il n'y aurait pas de fantômes chez eux. Voilà. Ils ne resteraient pas dans le bas astral. Voilà. Ils ne font pas de prière des morts. Le presbytère de Borlée dans le Suffolk a été surnommé la maison la plus hantée d'Angleterre, construite en 1862 par le révérend Henry Bull, D.E. Bull. Cette imposante bâtisse de briques victoriennes remplaçait le presbytère géorgien. Très vite. Ah, donc, la légende raconte. Donc, il y a ici, voilà, en 1900 ici, donc il vient s'installer quelques tribus. Le presbytère resta calme jusqu'en 1900. À partir de 1900, cet été, les 4 filles du pasteur, hop là, on a 4 filles, on a des adolescentes, 4 filles du pasteur qui l'occupaient, crurent voir un fantôme de personne, et une quarantaine de maîtres de la maison. C'était le début. Voilà. Il y a toujours des enfants. Cherchez l'adolescent. Alors, la légende de Borlée. La légende raconte qu'un moine de Borlée... Tiens, mon ami, j'ai la baguette. Hein. Si tu veux le laser, il y a le laser et il y a la baguette. Tiens, t'as les deux. Merci. Moi, j'ai la même chose. Mais je savais pas... Ah oui, tu veux le laser, tu le replies, c'est tout. Voilà. Ah oui, c'est bien. Puis l'autre côté, tu as la baguette. Donc les deux amants, alors ça c'est... La légende raconte qu'un moine de Borlée aurait vécu un amour interdit avec une religieuse du couvent de Bure, comité de Suffolk.
Les deux amants auraient cherché à s'enfuir en se cachant dans une calèche. Arrêtés peu de temps après leur départ, ils furent condamnés à mort. Issus d'un procès vite exécuté, expédié, le moine de Borlée fut pendu, le pauvre, et sa maîtresse fut emmurée vivante dans son couvent. C'est quand même... Belle époque, c'est vrai. Oh. Mais qui couche avec qui il veut, quoi, c'est pas possible. Alors, les emménagements du révérend, donc les emménagements de Révélaire en 1963, des rumeurs de fantômes hantés le presbytère commencèrent à se répandre dans la région. On n'avait que des bruits, des hurlements venant d'outre-tombe, des chevaux fantômes au galop. Alors, le miroir, et le Daily Mirror a publié. Donc, je suis désolé, je les ai plus. Voilà, ça c'est le presbytère a brûlé, hein. Ça c'est après qu'il est brûlé. Hein. C'est de ma faute, j'ai pas pensé. Moi, ils sont à Paris, je les ai ramenés sur Paris. Moi, je les ai oubliés. Un petit peu, que je puisse lire. Parce que c'était encombrant, c'est grand. Après, là, on va se remettre dans le noir. Hein. Ah oui, On voit bien. Après la mort de M. Bull, qui est donc 1927, le presbytère resta vide un an, jusqu'à ce que le révérend Guy Smith et son épouse s'y installent en 1928. Donc là, on a ce M. Smith qui s'est installé en 1928. Alors, on a entendu, M. Smith a perdu une voiture. Alors, un jour, M. Smith aperçut une voiture à cheval dans l'allée. Une autre fois, le pasteur entendit des chapelles une voix qui murmurait « Non, Carlos, non ». À la demande de Daily Mirror, contact. Donc il y a eu un grand article de Daily Mirror. Hein. Ah non, c'est là. Donc là, c'est l'article de Daily Mirror. Il y a Gus dedans. Hein. Si vous parlez anglais, il y a Gus dedans. Donc ça, c'est la dame Smith, qui est arrivée. Il y a toujours quelqu'un de toute façon. Elle est jeune. Et on voit que donc elle était mariée bien sûr à un prêtre, comme dans l'église anglicane. Donc en 1930, le révérend Forrester s'installe au presbytère avec sa jeune épouse Marianne. C'est sous son ministère que l'esprit frappeur va se déchaîner. Voilà, c'est normal. Ça fait résonance avec son histoire. Donc s'installa. Alors, à noter toutes ces manifestations dans son journal: sonnerie qui teinte, jet de briques, bruit de pas, eau projetée sur le couple dans son lit. Le révérend fut un jour tiré de son sommeil par un violent coup sur la tête, asséné avec sa propre brosse à cheveux. Le couple fut témoin de nombreuses apparitions, notamment là, une apparition ici, une nonne et un pasteur qui fut... Les inscriptions qui furent révélées comme identifiées par le révérend Bull. Les inscriptions apparaissent sur le mur, demandant une messe. Voilà, on y arrive. Il demande une messe. Vous voyez, les inscriptions apparaissent sur le mur. Alors, montez, on va voir les inscriptions. Tu peux replier, hein, si ça te gêne, la baguette. Tu voilà, peux regardez. Là, regardez. Alors, pour ceux qui lisent l'anglais, voilà, on y arrive. Hein. Il demande une messe. Vous voyez, je sais pas, alors je ne connais pas bien l'histoire, mais il aurait pu quand même lui donner sa messe, ça, leur donner leur messe, ça c'est ces pauvres jeunes là, ces pauvres prêtres qui ont été tués. Alors, la sonnette se tue instantanément. Et ils entendaient les cloches sonner, la sonnette de porte. Et puis ils couraient, et puis ils trouvaient personne. Et un jour, elle sonnait tellement qu'il a couru et en ouvert la porte, il n'a trouvé personne. Le soir, Lestrange sentit la température de sa chambre s'abaisser jusqu'à devenir glaciale. Ça, c'est l'esprit qui obligeait de bouffer toute la chaleur de la pièce pour pouvoir rester stable. Autrement, il décolle. Vous voyez, il a besoin de notre énergie pour rester stable. Moi, quand dans une consultation, j'ai froid, c'est que c'est pas normal. Hein. L'esprit ne doit pas... C'est quand tu as pompé toute ton énergie. Ah, il n'a pas le droit. Ouais. Ah, il le sait, hein. Il ne va pas jouer avec moi. Il n'a pas le droit. Ah non. Mais il faut savoir, non? L'origine du phénomène. Le presbytère de Borlée, parce qu'il a d'autres moyens. Il vient passer son message et il s'en va. Il n'a pas besoin de me bouffer mon énergie. Ouais.
Le presbytère de Borlée resta inoccupé, donc ils ont fini par déménager, hein, ils se sont enfuis en 1935. Donc le presbytère de Borlée resta inoccupé pendant plusieurs mois jusqu'à l'arrivée du pasteur Henning en mars 1936. Comme ses prédécesseurs, il rejoindra un endroit plus paisible 6 mois après son arrivée. Alors. Et alors, c'était la fin. Alors, ils ont fait venir un médium qui a annoncé que le château allait brûler. Et c'est effectivement ce qui est arrivé. Ah bon? Ouais. En quelle année? En 1939. Donc le château a brûlé. Et c'était pas les Allemands là qui l'ont incendié. Voilà. Donc le château a brûlé en 1939. Il y a un médium qui est arrivé, il a dit, donc ils ont contacté, l'esprit est venu, il a dit le château va brûler. Et c'était vrai. Et on ne sait pas comment il a brûlé. Ah oui, ils disent pas. Ils disent pas, oui. Alors il y a une cinquantaine, parce qu'il y a eu beaucoup d'enquêtes dans ce château, il y a une cinquantaine de personnes qui ont enquêté. Lors d'une séance de Ouija, les enquêteurs eurent la certitude d'avoir découvert l'identité de la religieuse Marie Laire, L-A-I-2-R-E, une nonne française qui fut contrainte de quitter le couvent du Havre au XVIIe siècle afin d'épouser Henri Waldegrave, un riche héritier de Borlée. Malheureusement, celui-ci l'assassina et enterra sa dépouille dans la cave de son manoir, anciennement érigé sur le site du presbytère. Décidément, ils ont l'habitude de tuer les femmes là-dedans. Oui, oui. Son âme aurait donc été condamnée à errer. Lors d'une autre séance, un esprit du nom de Senex Armur se présenta au médium et prédit un terrible incendie dans le presbytère, prédiction qui se réalisa le 27 mars 1939. Les flammes ne laissèrent que des ruines. Elles furent détruites la même année par le nouveau propriétaire qui l'a rasé, rasé les lieux. Sir, le capitaine W.H. Gregson. Alors là, ce sont des histoires qui nous apprennent que c'est un lieu qui est quand même... Alors il y a des lieux telluriques. Il est à fond le son, hein. Ouais, on peut rien faire. Non, pour moi. Non, il n'y a pas de son là. Non, mais pour nous, tout à l'heure, on regarde. Ah oui, d'accord. Donc là, ça donne un exemple où il faut lire une messe, il faut les aider à partir, quoi. Voilà. Et donc, c'est typiquement anglais. Les Anglais ne font pas de prière pour leur mort. Enfin, il est mort, quoi. Ils font une prière pour l'enterrement et c'est tout. Voilà, donc ça, c'est l'histoire de ce Gregson. Par exemple,